Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau webinaire sur comment investir pour ses enfants. J'espère que vous m'entendez, que tout fonctionne correctement. Je fais mon petit check, mon test micro comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat un petit pouce pour me dire que vous m'entendez bien, que tout fonctionne. Donc là, je vois que l'équipe est au taquet. Les autres Ok, bonjour Isabelle. Flora, super, merci. Super, bonjour Patricia. Ok, parfait. Merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler de nos enfants, de qu'est-ce qu'on peut faire pour investir, comment, dans quels instruments, à partir de quand. On va parler transmission également. Alors sachant, je suis pas notaire, je suis pas fiscaliste, donc je vais vous donner certaines pistes. Il est évident qu'en fonction de vos besoins, je vous encourage fortement à prendre conseil auprès d'un professionnel quand vous avez des structures un peu plus complexes, mais au moins je vous aiderai à vous poser les bonnes questions. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, petit tour à travers la plateforme. Il y a deux fonctionnalités en plus du chat que je vois que vous utilisez. La partie sondage qu'on va tester dans quelques secondes et la partie questions. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions dans cette partie-là parce que du coup, moi, ça me permet, entre chaque thème, de regarder puis de répondre à vos questions en live, en direct. Et puis, le sondage, ça me permet à moi de vous poser des questions et de comprendre qui j'ai en face de moi puisque je ne vous vois malheureusement pas toutes. Donc voilà. Et on va commencer. Aujourd'hui, c'est important pour moi de savoir, alors déjà, comment vous allez, évidemment. Ça, c'est la base, c'est la petite question que je publie toujours en premier pour m'assurer que tout fonctionne. Alors, j'espère que vous voyez. Voilà, super. Ok, pas trop mal, en forme, bof, bof. Bon, les courages, il reste plus beaucoup de temps de vrai confinement. Alors après, le déconfinement, c'est un concept qui est pas encore très très clair, mais je pense que voilà, on voit tout doucement les choses se décanter. Espérons qu'on puisse user de cette liberté avec parcimonie pour ne pas devoir repasser à travers une vague. Mais en tout cas, voilà, haut les cœurs. Et j'espère que cette petite heure passée en ma compagnie vous changera les idées et vous permettra de vous projeter dans l'avenir, dans autre chose que voilà, les angoisses immédiates. Maintenant, n'hésitez pas s'il y a des questions qui ne sont pas directement liées au thème et sur lesquelles je peux vous aider. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà. J'ai aussi besoin de savoir aujourd'hui, pour un peu moduler mes réponses, d'où vous êtes. Alors, quand je dis où êtes-vous pour le moment, c'est surtout, en fait, résident de quel pays. J'aurais peut-être dû effectivement parler des frontaliers. Ça, de toute manière, je parlerai de ça également. À la limite, si vous êtes frontalier, mettez-moi Luxembourg. Parce que il y a beaucoup de choses dont on va discuter en termes d'incitant fiscal qui finalement sont liées à votre pays de là où vous êtes imposé sur le revenu. Mais c'est pas grave, je ferai le point en fonction des trucs. Ok, je vois que c'est quand même assez varié. Eh bien, c'est pas grave. J'essaierai d'aborder les trois dans les différents instruments, dans la mesure où c'est pertinent. Et puis, pour le reste, on l'abordera dans les questions. Super. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je propose qu'on commence. Je vais partager ma présentation. Donc, comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. Je vais essayer de... Alors, hop... Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me... Ah, voilà. Ok, super. Excusez-moi. Il galère un petit peu. Je vais présenter ceci. Partager. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Et donc, aujourd'hui, on va structurer un peu la discussion autour de
4 grands thèmes. Première, c'est quand est-ce qu'on peut commencer à épargner pour ses enfants? Il n'y a pas de réponse binaire. On va plutôt dire, OK, comment est-ce qu'on peut aborder en fonction de différentes tranches d'âge ou de différents moments de vie cette gestion, cette épargne différemment par rapport à ses enfants. Ensuite, comment épargner? On va parler différentes manières, différents véhicules d'investissement ou d'épargne en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients. On va parler combien épargner. Alors là, c'est totalement à la discrétion de chacun. Ce que je voulais vous donner là, c'est quelques points de repère par rapport à des objectifs d'investissement bien précis, qui soient financer les études de vos enfants ou financer un bien immobilier, etc. Donc, c'est plutôt de vous donner des ordres de grandeur pour pouvoir vous permettre de vous projeter. Et puis, comment et quand leur transmettre. Donc là, de nouveau, c'est plutôt de dire, OK, à chaque décision que vous prenez, en fonction de quand vous voulez le faire, il y a des considérations juridiques, fiscales, droits de succession, etc. Et donc voilà, c'est simplement de vous faire prendre conscience un petit peu des conséquences de chacun des choix. Voilà. Encore une fois, ça c'est le plan que moi j'ai fait en préparant ce webinaire, mais en fonction des questions, on pourra renforcer l'un ou l'autre thème. Je suis là surtout pour répondre à vos besoins. C'est parti. Donc, le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était quand commencer à investir pour ses enfants. Alors, je vais utiliser parfois investir, parfois épargner. En fait, c'est comment constituer un début de patrimoine financier pour ses enfants. Voilà, c'est de l'épargne qu'on va ensuite investir de différentes manières. Donc voilà, on va utiliser ces deux thèmes ou ces deux mots plutôt de manière un peu différenciée en fonction des thématiques qu'on va aborder. Donc là, je devrais plutôt dire comment commencer à épargner pour ses enfants, sachant qu'on peut transformer de l'épargne en investissement, on en parlera dans la suite. Alors, la première étape qu'on peut vouloir faire, qui est pour les parents ou les futurs parents qui planifient beaucoup. Il y en a dans l'équipe. Alors clairement, c'est moins mon cas, mais a posteriori, je me dis qu'il y a beaucoup de vertus à finalement se poser ces questions-là avant d'avoir un enfant, parce qu'avoir un enfant, c'est pas trivial dans la gestion d'un budget du ménage. Donc c'est vrai que si on sait qu'on veut des enfants dans une période de temps de 3 à 5 ans, ça peut valoir la peine de se poser la question de faire un premier matelas, entre guillemets, pour pouvoir faire face aux dépenses qui arrivent directement lors de naissance, parce qu'il faut s'équiper, parce qu'il y a une nouvelle personne dans la famille qui a besoin peut-être d'une chambre, de plus d'espace, d'une nouvelle voiture, etc. Mais aussi de l'augmentation du train de vie qui est amené par cette personne ou ces personnes supplémentaires dans votre foyer. Donc voilà, donc avant leur naissance, pour préparer les conséquences financières de leur arrivée, on verra, je pense que j'ai mis dans le slide d'après, oui voilà, que il y a une petite étude ici que je vous ai mis, qui est une étude française, mais en fait pour vous donner surtout un ordre de grandeur, qui estimait que le coût moyen pour la famille d'un enfant jusqu'à ses 20 ans, donc pendant les 20 premières années de sa vie, c'était plus ou moins 180 000 euros. Donc ça fait un peu peur quand on voit ça comme ça au quotidien. Bah oui, c'est l'augmentation des dépenses, les frais de scolarité, les sorties, les activités extrascolaires, etc., etc. Voilà, pour vous donner une idée, je pense que ça fait à peu près 9 000 euros par an. Pendant 20 ans. Voilà. Donc ça peut être une première manière de dire, voilà, mon train de vie va augmenter. Donc, quand dans mes années plus jeunes, où j'ai peut-être un disponible plus important, il y a un moment donné où je vais vouloir mettre de l'argent de côté pour lisser l'arrivée du premier, voire du deuxième enfant. Ensuite, donc ça c'est plus, c'est pas directement pour lui léguer, c'est plus pour vous, pour pouvoir absorber ces conséquences financières sans que ce soit trop compliqué au début. Un deuxième moment, c'est quand ils naissent. En général, on se pose beaucoup de questions.
Bon, déjà, est-ce qu'on va survivre au premier mois? Est-ce qu'on va réussir à dormir la nuit? Mais aussi, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre de l'argent de côté, l'aider à démarrer dans la vie, peu importe ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire pour vous. Il y a en moyenne 8 parents sur 10 qui, à la naissance de leur enfant, mettent en place une solution d'épargne, quelle qu'elle soit, pour profiter notamment au maximum de l'effet des intérêts composés, puisque si on commence à investir tout de suite, ça fait à sa majorité, vous aurez déjà eu 18 ans d'épargne et 18 ans aussi d'intérêts cumulés si vous placez cette épargne dans un véhicule d'investissement qui vous rapporte soit des intérêts, soit du rendement. Donc voilà. Après, il y a aussi tout l'aspect autonomisation de votre enfant. Lui apprendre à gérer un budget, s'assurer qu'il soit autonome financièrement, alors pas dans ses moyens, mais en tout cas dans la manière dont il gère, que ce soit pas compliqué au moment où il quitte votre foyer familial, que comme il a été assisté entre guillemets dans ses besoins financiers de manière assez importante par les parents, il soit complètement incapable de gérer un budget quand il est laissé à lui-même. Ça arrive très souvent, parce que voilà, on croit bien faire. Et puis finalement, sa première année, alors soit sa première année d'études, soit sa première année de travail, en fonction des choix qu'il aura fait, est un peu compliqué parce qu'il a finalement jamais dû gérer des dépenses, de la gratification différée et des factures à payer, soit en début de mois, soit en fin de mois, et donc il faut gérer un revenu sur une période plus ou moins longue. Donc il peut être bon aussi de mettre en place des saines habitudes de gestion avec lui en disant voilà, il y a une partie de son argent de poche qu'on met de côté pour ses anniversaires. C'est pas que des cadeaux matériels, c'est aussi finalement une petite somme d'argent, mais qu'au lieu de dépenser, il pourrait vouloir la placer. J'ai mis des ressources en fin de webinaire sur des livres qui sont un peu innovants en termes de la manière dont les parents peuvent éduquer leur enfant à une saine gestion financière, et plutôt que de voir ça comme une contrainte, parce que la réalité c'est que la plupart de nos enfants voient l'épargne comme une contrainte, parce que au lieu d'avoir l'argent ou l'équivalent en jouets, en sortie, on leur dit non, vous mettez cet argent sur votre compte épargne, et ce compte épargne, ils n'en voient jamais la couleur avant très longtemps. Et finalement, cette notion de long terme, pour eux, c'est quelque chose qui leur parle pas du tout. Et donc, ils en viennent à valoriser plus le billet de 5 euros qu'ils ont reçu quand ils sont en vacances pour aller acheter des glaces ou que sais-je, plutôt que l'argent que leurs grands-parents leur ont donné pour Noël et qui finalement est passé sur ce compte qui est assez abstrait pour eux. Donc, je vous invite à aller lire ces bouquins, First National Bank of Dad. Malheureusement, la plupart de ces ressources sont anglophones, parce que la réalité, comme pour beaucoup de choses en finance personnelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté de parole, entre guillemets, sur la gestion des finances personnelles dans les pays anglo-saxons que dans une culture plus francophone. Et donc, la majorité des ressources utiles sont en anglais. Alors, si vous avez des ressources en français que vous appréciez, surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça enrichira les prochains webinars. Donc voilà, lors des anniversaires, pour les familiariser avec la notion d'investissement, donc de les laisser aussi faire leur propre choix d'investissement, ou en tout cas de les impliquer dans la gestion de leur portefeuille d'investissement ou des véhicules d'investissement que vous avez décidé pour eux. Et puis, quand ils rentrent au collège, au lycée, une plus grande autonomie en leur laissant finalement gérer leur budget mensuel, que sais-je, leur budget vêtements, leur budget sortie, plutôt que de leur donner de l'argent à chaque fois, de leur permettre de le gérer sur base mensuelle. Ça les autonomise, et puis ils apprennent aussi que quand ils dépensent trop au début, finalement il n'y a plus rien au milieu de mois, et papa et maman sont pas toujours là pour mettre la main au portefeuille. C'est aussi important parce que sauf si vous avez décidé de rester impliqué ad vitam, il est bon aussi qu'à un moment donné, qu'ils comprennent qu'on ne sera pas toujours là pour régler les fins de mois difficiles. Donc voilà, ça c'est un peu les différents moments
auxquels on peut se poser la question de comment est-ce qu'on investit pour ses enfants, avec ses enfants, comment est-ce qu'on épargne, comment est-ce qu'on les fait épargner eux. C'est un peu toutes ces thématiques-là finalement que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-ci ou peut-être des partages d'expériences, des choses que vous avez déjà mis en place avec vos enfants aujourd'hui et dont vous voudriez faire profiter les autres ici. N'hésitez pas, voilà, je regarde s'il y a des questions. Non, pas pour le moment. Ok. Eh ben, moi, je vais continuer. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, personnellement, donc en tant que couple, on a 2 enfants. Ce qu'on a fait, on a commencé parce qu'on s'est pas posé trop de questions. Je dois avouer, on n'avait pas le temps, on avait d'autres choses à penser à ce moment-là. Surtout, on a ouvert un bet. D'ailleurs, je vais passer au slide suivant parce que je pense que c'est voilà. Donc, on a ouvert un compte épargne. Donc, étant résident luxembourgeois, nous c'est un compte épargne. En France, il y a aussi les livrets A, les livrets jeunes. Mais finalement, c'est un peu le même concept. Hein. C'est pratiquement pas de rendement aujourd'hui. Bon, il y en avait déjà pas beaucoup quand je l'ai fait il y a 10 ans. Il y en a encore moins aujourd'hui. L'avantage, c'est que c'est facile. Les banques, évidemment, dans un souci de fidélisation, vous mettent cette offre-là en avant. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé, il a été démontré dans beaucoup d'études marketing qu'en fait, le premier compte que vous avez en tant qu'enfant, finalement, perdure très longtemps. Ouais, je vois Isabelle, voilà, t'as fait exactement la même chose que nous. Donc, ce que je disais, les banques, finalement, c'est un des moyens, mais privilégiés, pour acquérir de la clientèle. Parce qu'en fait, vous fermez rarement ce premier compte que vous avez ouvert, sauf si vous déménagez ou si vous êtes très, très mécontent. Mais en fait, globalement, là, ce premier compte en banque que vos parents vous ouvrent et que nous, on a ouvert à nos enfants, il y a une forte probabilité pour qu'en fait, il perdure. Donc, c'est un moyen d'acquérir des clients. Acquérir un nouveau client en banque, c'est très cher. Ça demande énormément de frais marketing, etc. Donc, les 20 € ou les 50 € qu'ils mettent sur le compte que vous avez ouvert pour vos enfants à ce moment-là, c'est rien du tout par rapport finalement à la valeur que ce compte a. Donc, voilà pourquoi, évidemment, la première chose qu'il vous propose, c'est ouvrir un compte jeune ou un compte enfant. On vous met 50 € dessus, il n'y a pas de frais, c'est génial, voilà. OK. La réalité, c'est que ça rapporte rien du tout. Et donc, c'est un moindre mal, entre guillemets. C'est toujours mieux de mettre de l'argent là-dessus tous les mois que de ne rien faire du tout, on est bien d'accord. Mais sur la durée de vie, finalement, de cet investissement pour vos enfants, en fait, c'est loin d'être la solution optimale. Voilà, et on va voir ça tout de suite. Mais donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, virement automatique pour ne pas devoir me poser de questions tous les mois. Mon conjoint, pareil, donc à part égale. Maintenant, ma fille va avoir 12 ans en fin d'année, donc se pose la question. Et donc, c'est une des problématiques de ce compte, c'est qu'en fait, normalement, la partie épargne reste bloquée jusqu'à ses 18 ans, sauf contre ordre. Mais par contre, il y a souvent un compte courant qui va avec et donc dit finalement quelle partie est-ce qu'on la laisse gérer, on lui laisse gérer elle-même, etc. Une autre partie qui est importante à savoir, c'est que cet argent ne vous appartient plus. Donc, vous ne pouvez pas en disposer comme vous voulez. Hein. Donc, normalement, les retraits sur ces comptes, quand vous les faites quand il est mineur, vous devez pouvoir justifier de la pertinence de ces retraits pour votre enfant, quoi. Donc, c'est un peu, en théorie, la propriété de ce compte, finalement, elle reste au titulaire du compte. Vous êtes mandataire. Voilà, donc c'est quand même important. Alors, il y a d'autres manières d'investir pour vos enfants. Il y a l'assurance vie où votre enfant est bénéficiaire. Il y a des comptes épargne logement qui existent également, en particulier à Luxembourg et en France, avec des considérations fiscales qui sont légèrement différentes. J'y reviendrai dans une seconde. Et puis, il y a un portefeuille d'investissement, donc un compte investi en actions, en obligations, en fonds. Et puis il y a aussi un bien immobilier en fait que vous achèteriez soit en son nom, soit en votre nom, mais pour lui léguer. Donc chacun de ces véhicules
à des problématiques fiscales, des problématiques de transmission et des problématiques de rendement qui sont assez différentes. Pour le compte épargne, relativement peu contraignant, rendement zéro ou presque, si vous avez un peu de chance, il y a éventuellement des primes de fidélité ou des choses pareilles, mais je ne pense pas que vous aurez 1% d'intérêt sur ces comptes-là. Disponible aux 18 ans de votre enfant, donc peu importe qu'il ait la maturité pour le gérer ou pas. Et encore une fois, je ne pose pas de jugement de valeur là-dessus, donc ça peut être très bien, mais vous pouvez aussi ne pas vouloir être contraint automatiquement de dire à ses 18 ans, il pourra en bénéficier. Vous pouvez aussi vouloir dire, en fait, j'aimerais attendre que ces études soient finies, j'aimerais attendre une date ultérieure, que sais-je, et ça, c'est plus difficile sur un compte épargne. Enfin, sur un compte épargne ouvert au nom de votre enfant, je précise. Vous pouvez toujours avoir un compte épargne à votre nom que vous dédiez comme une poche que vous dédiez à vos enfants et à ce moment-là, vous en disposez comme vous voulez. Mais à partir du moment où vous l'ouvrez au nom de votre enfant, il en devient le propriétaire. Et du coup, à partir du moment où il devient majeur, il en dispose comme il l'entend. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, dans ces comptes épargne, donc outre le rendement, je pense qu'il y a assez peu de contraintes, donc ça peut être quelque chose qui vous permet une certaine liquidité, d'amener le montant que vous voulez, donc vous n'êtes pas contraint par des primes annuelles, contrairement à l'assurance vie. Mais bon, fondamentalement, ça vous rapporte même pas l'inflation. Donc, en termes de protection ou de la préservation du pouvoir d'achat des montants que vous avez investis, c'est franchement pas génial. Arrêtez-moi si ce que je dis est pas clair. Donc, surtout, encore une fois, n'hésitez pas. L'assurance vie. Alors, l'assurance vie, à Luxembourg, l'assurance vie est souvent considérée parce que il y a un incitant fiscal. Donc concrètement, quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous pouvez l'ouvrir en mettant votre enfant comme bénéficiaire. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs choses qui se passent. La première chose, c'est il y a 673 € ou 673 € en fonction de où vous venez. 672, 672 € par enfant qui peuvent être considérés comme des dépenses spéciales. Donc concrètement, vous pouvez les déduire de votre montant imposable. Donc, en fonction du montant imposable total de votre foyer, vous rentrez dans la tranche maximum qui est entre, on va dire plus ou moins 40%. Donc, il y a 40% de 672 € qui est un gain d'impôt, entre guillemets. Donc, techniquement, c'est des impôts que vous auriez dû payer, que vous ne payerez pas. Donc, vous pouvez considérer que c'est un gain. Net, donc ça fait ça fait un incitant fiscal de 269 € par an par enfant. Voilà, c'est la principale valeur ajoutée de ce type de contrat, si pas la seule. Et je vais y revenir dans 2 minutes. Une autre implication fiscale de ces contrats, c'est que contrairement à une assurance pension ou à une autre assurance vie, le montant que vous touchez à l'échéance du contrat n'est pas imposable non plus. Voilà, donc en fait, ils sont nets d'impôts. Sachant que l'argent que vous avez investi dedans, si vous restez au montant maximum qui est de 672 €, du coup, vous auriez eu une déduction d'impôt. Tout ce que vous mettez en plus, c'est de l'argent sur lequel, par ailleurs, vous aurez payé de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est déjà de l'argent qui a été taxé. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est le principal, si pas le seul intérêt de ce véhicule d'investissement à Luxembourg? Je reviendrai dans une seconde pour la France. C'est parce que les frais de ce type de contrat sont, pour moi, et nous même objectivement, prohibitifs. Donc, j'ai fait l'analyse, j'ai pris quelques contrats. Je pense que globalement, c'est un peu ils sont très similaires en termes de fonctionnement et de frais. Donc, en fait, vous rentrez. Premièrement, ce sont des primes fixes. Donc, vous vous engagez sur un contrat. Donc, c'est des contrats sur lesquels vous vous engagez pour au moins 10 ans. Pour pouvoir bénéficier des réductions fiscales, il faut que vous soyez sur un contrat qui a au moins 10 ans. Donc, ça veut dire que votre argent est censé être bloqué pendant 10 ans et vous avez des pénalités si vous faites des retraits anticipés. Donc, ça, c'est une première chose. C'est un investissement sur au moins 10 ans et avec des primes fixes
mensuel ou annuel que vous êtes obligé de payer pour garder la cohérence du contrat. C'est-à-dire si vous voulez continuer à bénéficier de ces incitants fiscaux, voilà, vous devez nantir votre contrat de la prime que vous vous êtes engagé à payer, qu'elle soit mensuelle ou annuelle, tous les mois. Donc pour bénéficier en plein, donc c'est 672 € par an que vous vous engagez à mettre sur le contrat. Je dis 672 €, mais en fait c'est un petit peu plus parce que et j'en arrive, comme il y a des frais, vous payez 2% de frais sur chaque somme que vous mettez dans ce contrat. Donc, pour maximiser pour maximiser les 672 € par mois, excusez-moi, vous devez en fait mettre, ou en tout cas débourser 686 €. Et il y aura 672 € qui iront sur votre compte et que vous pourrez déduire fiscalement. Le reste ira donc comme frais d'entrée en compensation donc à la compagnie d'assurance qui vous a vendu le contrat. Voilà, donc ça, première chose. Et ce, à chaque fois que vous payez une prime. Hein. Donc, si vous payez une prime mensuelle, ce sera tous les mois. Si vous payez une prime annuelle, ce sera une fois par an, mais bon, c'est toujours 2%. Et chaque année. Donc, chaque année, vous mettez 672 €, 686 €. Vous aurez dans votre contrat, en fait, en net, 672 € d'investis que vous pourrez déduire fiscalement. Donc, vous aurez payé chaque année 2% des sommes que vous mettez. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce même contrat investit votre argent dans des fonds, des actions, des obligations, etc. Et pour ça, vous demande une commission de gestion de 1,2%, entre 1 et 1,2% du montant du contrat à la date T. Donc, ça veut dire la première année, vous aurez mis, vous aurez 672 €. La deuxième année, vous aurez 2 fois ça, plus l'appréciation des marchés. Et sur le montant total, vous payerez chaque année 1,2%. Donc, c'est 1,2% d'un montant qui augmente chaque année. Voilà. Donc, ça, c'est de nouveau des frais supplémentaires. Et par ailleurs, le rendement lui-même, donc ça veut dire ce que ça vous rapporte du fait qu'ils investissent pour vous dans les marchés, n'est pas très élevé parce que deux facteurs qui viennent se combiner. Un premier facteur qui est, par la loi, les assureurs sont limités dans le pourcentage d'actions qu'ils peuvent avoir dans votre portefeuille et donc du risque qu'ils peuvent prendre, si vous voulez, à 60%. Donc, ça veut dire que finalement, vous bénéficiez que d'une partie de l'appréciation des marchés. Je vous rappelle, on parle d'investissement pour vos enfants avec une durée de vie de minimum 10 ans, qui plus souvent de 15 à 20 ans, puisqu'on prend comme hypothèse que vous ouvrez ce contrat d'assurance vie à la naissance de votre enfant. Donc, on est sur une période d'investissement qui est relativement longue. Si vous avez suivi les webinaires précédents ou un workshop ou quoi que ce soit, vous vous rappelez certainement de ce que je vous ai dit, c'est en fait, au plus on commence tôt à investir et au plus il nous reste de temps avant notre échéance, au plus on est capable de prendre du risque et de bénéficier justement de l'appréciation des marchés. Au plus on se rapproche de l'échéance et au plus on doit baisser notre exposition au marché. Si dès le départ, au moment le plus agressif entre guillemets de votre durée de vie, vous êtes capé à 60%, eh bien en fait vous perdez déjà un peu de cet effet marché que vous pourrez ensuite en fait faire continuer dans tout le contrat. Donc ça, c'est une première chose. Donc déjà, c'est un peu embêtant par rapport à une stratégie d'investissement que vous pourriez faire dans un portefeuille classique qui n'est pas contraint par les règles prudentielles qui sont liées à un contrat d'assurance vie. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les assureurs, dans leur stratégie d'investissement, très souvent utilisent des fonds et pas des fonds passifs. Donc, de nouveau, si vous avez écouté mes webinaires précédents, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà, il y a un facteur très important quand vous regardez votre performance, c'est la performance nette de frais. Et pour avoir une performance nette de frais la plus élevée possible, il faut limiter au maximum les frais de gestion des différents instruments que vous utilisez. En utilisant des fonds actifs qui très souvent ont des commissions de 1 à 2%,
eh bien, de nouveau, vous n'avez pas une gestion qui est super efficace. Et donc, par rapport à un marché d'actions qui pourrait faire 8-9%, eh bien, vous n'êtes exposé qu'à 60% sur ce marché. Et en plus, par rapport à la performance du marché, vous perdez 1-2% de frais dans les fonds. Et ensuite, votre compagnie d'assurance vous prend encore 1 à 1,2% de frais pour eux-mêmes. Et vous avez des frais d'entrée. Enfin bon, voilà, vous avez compris toute la pyramide de frais, c'est juste, ça fait peur. Et donc, pour vous donner une petite idée, j'ai calculé un rendement avant incitant fiscal, et vous êtes entre 0 et 0,3% par an pendant 10 à 15 ans. Donc, en gros, c'est vraiment rien du tout. Et ça vaut absolument pas la peine parce que tout part en frais. Sauf que l'État vient jouer le chevalier blanc dans l'histoire et finalement subsidie ces contrats d'assurance en vous donnant cet incitant fiscal qui fait remonter sensiblement la rentabilité de ce type d'investissement et vous amène, si vous maximisez, donc moi ce que j'ai pris c'est je mets dans mon contrat d'assurance le maximum que je peux déduire, puisque au-delà de ça, finalement, la seule rentabilité que je vais avoir, c'est celle que l'assurance va me donner, qui est de entre 0 et 0,2%. Donc, merci, mais je peux faire mieux moi-même. Sur une période de 20 ans, avec l'incitant fiscal, vous arrivez à un rendement annuel net de plus ou moins 1,5%. Ça, c'est si le rendement est de 0. S'ils vous font un rendement, s'ils arrivent à vous donner un rendement brut de 1,5% par exemple, là, vous êtes à 2%, vous, de rendement net sur ce portefeuille, quoi. Donc, franchement, c'est pas grand-chose. Et ça n'a de valeur, finalement, que si vous accordez de la valeur à deux choses. Premièrement, au fait que l'assurance vie a comme son nom l'indique, une composante assurance dans votre contrat. Donc, ça veut dire que si vous décédez, pendant la durée du contrat, les primes que vous n'avez pas payées seront payées par l'assurance. Donc, si vous pensez qu'il y a une probabilité importante et que c'est un risque que vous voulez assurer, alors cette partie-là du contrat devient, entre guillemets, pertinente. Bon, sachant qu'il y a d'autres manières de le faire aussi. Hein. Vous avez une solde restendue sur votre maison, vous avez d'autres manières. Donc, vraiment à réfléchir si pour une épargne pour vos enfants, c'est là où vous avez envie d'acheter un contrat d'assurance qui va quand même vous coûter assez cher. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose pour laquelle vous pourriez vouloir le faire, c'est parce que vous vous dites, OK, mais le capital est garanti. Et c'est vrai. Contrairement à un investissement dans un portefeuille d'actions et d'obligations, la compagnie d'assurance vous garantit le capital. Alors, je précise, le capital net de frais. Hein, donc, s'ils font 0 de performance et qu'ils vous prennent plein de frais, il y a un moment, en fait, vous vous retrouvez avec un capital qui est légèrement inférieur à celui auquel vous avez contribué de manière régulière. Et en plus, vous prenez l'inflation qui n'a pas été compensée. Hein, donc, voilà. Mais je reste honnête, c'est vrai que vous avez une certitude de récupérer 90-95% de votre capital nominal, entre guillemets, en investissant à travers ce véhicule d'investissement. Et vous bénéficiez donc à Luxembourg de cet incitant fiscal. Une autre, donc juste pour nuancer ma réponse, ou en tout cas faire un panorama franco-belge. En Belgique, il n'y a pas d'incitant fiscal pour l'assurance vie pour les enfants. Il y a juste l'aspect assurance décès. Et alors, il ne faut pas oublier que si l'assurance décès est déclenchée, c'est le cas pour Luxembourg aussi, il y a les droits de succession à payer sur la part que l'assurance payera à votre enfant. Donc, concrètement, vous faites un contrat d'assurance pour, je sais pas moi, 10 000 euros. Il se trouve que vous venez à décéder. Il restait 5 000 euros à payer. L'assurance va mettre 5 000 euros. Ces 5 000 euros vont rentrer dans le pot pour calculer la succession globale et vous payerez, enfin, votre héritier payera des droits de succession sur la partie que l'assurance a donnée également. Juste voilà, si c'est 5 000 euros, ce sera pas grand-chose. Si c'est des sommes plus conséquentes, il faut juste bien avoir en tête que ça rentrera aussi dans la succession.
Voilà. Donc en Belgique, il n'y a pas d'incitant fiscal. Donc franchement, ce véhicule d'investissement est beaucoup moins intéressant pour les résidents et contribuables belges, hein, puisque les frontaliers, eux, bénéficient de l'imposition à Luxembourg et donc peuvent bénéficier de ces incitants fiscaux dont j'ai parlé. D'ailleurs, en Belgique, c'est presque pas utilisé comme véhicule d'épargne pour les enfants. En France, par contre, comme les autres véhicules d'assurance, hein, donc il y a un avantage fiscal sur les gains s'il est gardé 8 ans. Il y a aussi une possibilité multi-support, donc c'est-à-dire d'investir à la fois dans des fonds euros qui sont à capital garanti et dans des unités de compte qui, eux, ne sont pas à capital garanti, mais qui vous permettent d'investir dans les marchés financiers, dans des fonds et des actions européennes, et donc augmenter légèrement votre rendement par rapport à un fonds euro classique. Mais de nouveau, hein, les frais sont prohibitifs. Il y a un peu plus de concurrence qu'à Luxembourg. Donc, il devrait être possible de négocier ces frais d'entrée, ces frais de gestion, etc. un peu plus entre différents acteurs, mais ça reste, de manière générale, hein, les produits assurantiels de ce type-là restent très très chers. Voilà, c'est aussi un véhicule qui peut être utilisé en France et en Belgique aussi d'ailleurs, même si moins intéressant, pour les grands-parents. Si les grands-parents veulent finalement donner de l'argent à leurs petits-enfants, c'est voilà, là l'aspect clause de décès peut être plus intéressante. Et voilà. Donc, en particulier en France, je sais qu'il y a une exonération des droits de succession qui est plus ou moins importante dans le cadre grands-parents-enfants. En fonction de l'âge du grand-parent, s'il a plus ou moins de 70 ans, il y a une partie qui est exonérée. Donc voilà, donc ça peut être un véhicule plus intéressant. Donc Luxembourg, France, il y a des avantages fiscaux à le faire. D'ailleurs, la seule vertu de ces contrats, puisque c'est ça qui vous amène le rendement. En Belgique, aucun intérêt. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon two cents sur l'assurance vie. Je ne sais pas si vous avez des questions, si certains ont souscrit à des assurances vie pour leurs enfants, ou si c'était des choses qu'ils pensaient faire. Dites-le moi en commentaire. Et ou posez-moi les questions si jamais il y en a d'autres, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, que vous n'avez pas compris, ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. J'ai peut-être des assureurs dans mes auditeurs qui vont avoir d'autres arguments. Je suis tout à fait ravie d'être challengée là-dessus, hein, mais je pense ne pas me tromper avec ma conclusion. Un autre aspect d'épargne qui peut être une alternative au compte épargne. De nouveau, je passe du plus simple et du moins risqué, entre guillemets, mais aussi du moins rémunérateur au plus risqué et plus rémunérateur. Le compte épargne logement reste quelque chose, c'est un compte épargne, donc le capital est garanti. À Luxembourg, il y a un incitant fiscal qui est encore plus important que l'assurance vie. En tout cas, si l'un des deux parents du foyer a moins de 40 ans. Parce qu'à ce moment-là, l'incitant par personne du foyer est doublé par rapport à l'assurance vie. Il passe de 672 euros à 1340 euros par enfant par an. Alors, je dis par enfant par an parce qu'on parle des enfants, mais en fait, c'est pour chaque membre du foyer. Hein, donc, le montant maximum des contributions par foyer que vous pouvez avoir dans cette catégorie-là de dépenses spéciales, c'est donc 5000, attendez, que je dise pas de bêtises, vous êtes à 5376 ou 5376 euros de déduction fiscale possible. Donc, vous pouvez investir par an dans un contrat d'épargne logement, qui est un contrat bien spécifique à Luxembourg, qui se fait qu'avec deux organismes, le Schwäbisch Hall et Wüstenrot, si je me trompe pas, accessible aussi aux frontaliers de nouveau.
puisque c'est la fiscalité sur le revenu qui joue ici. Et donc là, on est sur 5 376 € par an que vous pouvez investir dans ce contrat et du coup déduire. Alors, de nouveau, vous déduisez du montant imposable. Donc, ce n'est pas 5 300 € d'économie d'impôt, mais 2150 si vous êtes à une tranche de 40%, c'est sur la tranche maximum. Donc, en fait, vous faites une économie d'impôt de 2150 € qui, du coup, rentre dans votre rendement, en quelque sorte. Par contre, après, c'est un compte épargne. Donc, c'est pas votre argent n'est pas investi dans les marchés financiers, donc le rendement il est de 0,10, 0,20 en fonction des contrats, hein, donc c'est rien du tout. Mais bon, l'avantage est entre guillemets plus important par tête de pipe. Et vous avez aussi un contrat de prêt qui est lié à ça, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminer l'échéance du contrat qui est de minimum 10 ans, donc ça c'est assez similaire à l'assurance vie. Vous avez un taux d'intérêt fixe qui est déterminé au début du contrat. Alors aujourd'hui c'est moins intéressant parce que les taux sont tellement bas que les taux que vous pouvez avoir avec un Schwäbisch ou un Wüstenrot sont plus élevés que le taux que vous pourriez avoir aujourd'hui. Donc en fait, cette partie-là du contrat n'a d'intérêt que si vous êtes persuadé que les taux d'intérêt vont remonter au-delà de ce que Schwäbisch ou Wüstenrot peut vous proposer aujourd'hui. Et si je me trompe pas, ils sont aux alentours de 2%, de 2% d'intérêt en fixe sur 20 ans, je pense. De nouveau, c'est quelque chose que vous devez vérifier avec votre banquier qui est en général intermédiaire pour l'une de ces deux sociétés ou directement sur le site de Wüstenrot ou de Schwäbisch. Je pense que vous devez appeler un conseiller. Voilà, j'ai pas en tout cas trouvé de manière de le faire en ligne directement. Sinon, j'aurais pu vous donner les derniers taux, etc. Mais c'était pas ça. Donc voilà. Donc ça, c'est sur base de mes recherches que j'ai pu faire. L'intérêt de ce contrat, de nouveau, c'est l'incitant fiscal. Vous êtes, là j'ai fait de nouveau sur 20 ans, en maximisant les contributions pour un foyer à 4 personnes. Vous êtes sur un rendement annuel net d'1,7, hein, donc c'est pas non plus extraordinaire. Mais de nouveau, là, voilà, le capital est garanti. Et il y a cette option de fixer un taux d'intérêt qui peut ou pas être intéressante. Objectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un intérêt assez relatif, mais bon, voilà. Et vous pouvez décider de transférer ce contrat à vos enfants par la suite. Donc, c'est important cette histoire de sur qui est le contrat. Parce que même si vos enfants, c'est votre chair, juridiquement parlant, ce sont des personnes différentes. Et donc, à partir du moment où vous mettez des contrats au nom de vos enfants, vous en perdez la propriété. Et donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que si vous voulez renoncer au contrat, si vous voulez aller casser une partie du contrat, etc., vous ne le pouvez pas, ou vous devrez, dans ce cas-là, le cas échéant, faire appel au juge de paix ou au juge de tutelle en fonction de si vous êtes à Luxembourg ou en France. Donc, si vous avez un peu cette angoisse de la liquidité qui est de dire, bon, voilà, c'est des contrats sur 10 ans, il y a une pénalité de retard, mais au moins, si c'est à mon nom, je peux quand même toujours aller piocher dedans si vraiment on a un pépin. Eh bien, gardez-le à votre nom et ne transférez ça à votre enfant que finalement, juste avant sa majorité, ou à sa majorité d'ailleurs, c'est possible aussi. Donc, voilà, c'est important d'avoir ça en tête parce que le choix de l'un ou de l'autre est loin d'être sans conséquence. Ça m'amène d'ailleurs au suivant, hein, c'est exactement la même chose avec un compte titre. Si vous mettez ce compte titre au nom d'un enfant mineur, vous ne pouvez pas de nouveau faire ce que vous voulez, hein, donc gardez bien ça en tête. Et j'ai envie de dire par défaut, alors soit il y a des raisons spécifiques pour lesquelles vous voulez absolument le mettre au nom de l'enfant.
Ça peut être dans des cas de séparation, de divorce, de famille, de situation familiale un peu plus complexe. Ça peut être important. À ce moment-là, allez voir un notaire avant. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants d'un point de vue juridique et en termes de prise de décision sur ces différents contrats, que ce soit des contrats d'investissement, des contrats d'assurance, etc., quoi. Donc vraiment, faites attention. Et si vous êtes dans une situation plus classique, gardez les contrats à vos noms tant que l'enfant est mineur. Si vous avez peur, ou s'il y a ne fût-ce que petite probabilité pour qu'un jour vous ayez potentiellement besoin de ces liquidités pour d'autres choses que pour votre enfant. Voilà. Parce que du moment où ils sont à son nom, il est bloqué. Et oui, certes, s'il est à son nom, il y a des problématiques de droit de donation, de droit de succession qui tombent, c'est vrai. Donc c'est toujours un équilibre à avoir entre payer des frais de donation, des frais de succession par après quand vous transférez votre patrimoine, versus avoir cette liberté mentale de se dire ok, je mets en place des choses, mais s'il m'arrive un pépin dans la vie et on ne sait jamais ce qui peut se passer, eh bien j'ai encore les moyens de défaire même ne fût-ce que temporairement les choses qui ont été mises en place. Voilà. Deuxième chose aussi, c'est si vous le mettez au nom d'un enfant, en disant moi je ne l'aurai qu'un seul enfant. Donc je mets tout à son nom, tout va bien se passer, pas de problème. Et puis un accident arrive et vous avez un deuxième enfant et vous n'êtes pas en mesure de faire la même chose pour le deuxième que vous avez fait pour le premier. Ça risque de poser des problèmes aussi puisque comme c'est à son nom, c'est acquis et donc défaire ça c'est plus compliqué. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Vous avez compris, j'espère, les problématiques qu'il y a derrière. Donc on a parlé d'épargne logement, compte titre, portefeuille d'investissement. Alors forcément risque. Comme taux risque d'investissement, qui va dépendre de votre exposition au marché, c'est-à-dire du pourcentage d'actions, pour prendre un proxy que vous avez dans votre portefeuille d'investissement, mais espérance de rendement plus élevée également. Donc, de nouveau, ça c'est vraiment un équilibre à avoir. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des véhicules qui sont mutuellement exclusifs. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un contrat, soit un compte épargne logement, soit un compte épargne classique pour la partie cash de votre portefeuille et puis du portefeuille que vous constituerez pour votre enfant et puis mettre une partie investie avec un profil de risque beaucoup plus dynamique parce que je répète, vous avez un horizon d'investissement qui est de 10, 15, 20 ans et donc rationnellement dans les 5 premières années de votre stratégie d'investissement au moins, vous devriez pouvoir être exposé au marché de manière assez importante. Alors après, c'est modulo votre capacité à gérer ça de manière émotionnelle et à dormir la nuit, mais rationnellement, vous pouvez le faire parce que il vous reste ensuite 5 ans pour réduire, faire un portefeuille plus modéré, et puis entre 5 et 10 ans pour être sur un portefeuille plus conservateur. Entre-temps, vous aurez consolidé les gains, vous aurez pris les gains de vos 5-10 premières années et vous les sécuriserez en réduisant votre exposition au risque les 5-10 dernières années. Voilà. Pour ça, je vous invite à revoir soit le replay de comment construire son portefeuille ou à venir à une de nos prochaines séances. Mais comme ça, vous avez un peu les différents référents en tête. Et deuxièmement, quand vous investissez, réduire les frais au minimum et donc privilégier soit de la gestion passive, soit de la gestion active, mais à ce moment-là, parce qu'elle est justifiée. Donc, c'est des thématiques d'investissement qui justifient que vous ayez un gestionnaire qui s'en occupe et du coup qui ont aussi des rendements qui vous permettent de payer une gestion. Donc ça c'est une chose. Et puis minimiser les coûts de transaction. Donc comme de nouveau vous êtes sur un investissement sur le long terme, a priori vous ne devriez pas acheter et vendre tous les jours, ni toutes les semaines, ni même tous les mois. Voilà, donc c'est un portefeuille plutôt ce qu'on appelle en anglais buy and hold. Donc j'achète et je maintiens. Et je maintiens à travers les cycles, donc je ne vends pas parce que je panique à la moindre baisse des marchés.
Au contraire, je profite éventuellement d'une baisse des marchés pour re-rentrer progressivement. Voilà, mais donc ça n'a rien à voir avec le fait d'investir pour ses enfants, c'est de la gestion saine, peu importe pour qui vous investissez, que ce soit pour vous ou pour votre enfant. Une dernière manière dont vous pourriez vouloir investir, c'est via un bien immobilier. Alors, soit un bien immobilier qui pourrait utiliser comme résidence principale par après, soit un bien immobilier qui pourrait générer des revenus locatifs par après, soit, voilà, il y a différentes manières de faire. Là, de nouveau, soit le mettre à son nom, soit le mettre à votre nom. Hein, de nouveau, les problématiques d'un enfant mineur, quand vous mettez à son nom, une fois qu'il est là, vous pouvez plus y toucher. Majeur aussi d'ailleurs, hein, mais bon, la problématique est différente. On a tendance à croire que quand son enfant est mineur, comme on reste tuteur, on reste décisionnaire. C'est pas complètement vrai. Vous devez agir dans les meilleurs intérêts financiers de l'enfant, pas forcément des vôtres, et donc il peut y avoir un arbitrage là-dessus avec lesquels vous êtes en conflit. Et donc juge de paix, juge de tutelle, etc. Bon, c'est un peu embêtant. Par ailleurs, immobilier par la suite, soumis au droit de donation si c'est de votre vivant, ou droit de succession si c'est à votre mort. Donc, pour vous donner une idée de ces droits de succession, à ce moment-là, alors il y a deux choses. Hein, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Si malgré tout vous voulez mettre le bien au nom de votre enfant, il va falloir plus que probablement en fait que vous fassiez d'abord une donation, un apport en liquide, parce que il n'a pas les moyens en fait d'acheter l'immeuble. Et donc en fait ça rentre quand même dans le chef d'une donation. Voilà, autant pour moi. Donc c'est différent de si vous mettez de l'argent sur son compte. Oui. Aussi, un autre point très important, c'est pas de capacité de prise d'hypothèque quand vous achetez un bien immobilier au nom d'un enfant mineur. Donc voilà, il y a des contraintes supplémentaires quand vous achetez un bien immobilier et que vous voulez le mettre au nom de votre enfant quand il est mineur. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Or, un des avantages principaux de l'investissement immobilier, c'est justement de pouvoir bénéficier des avantages de levier que vous permet la prise d'hypothèque et donc l'emprunt immobilier. Et ça a aussi des avantages fiscaux puisque vous pouvez déduire vos dépenses, vos intérêts, etc., etc. Merci Émilie, je t'en prie, avec grand plaisir. Donc voilà ce que je peux dire sur l'acquisition d'un bien immobilier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on parlait des droits de donation et des droits de succession. Hein, donc là, bon, ils sont fortement variables en fonction de si vous vous retrouvez en Belgique, en France ou à Luxembourg. Contrairement aux règles d'incitants fiscaux sur l'impôt sur le revenu, les droits de succession se règlent dans le pays de résidence de celui qui décède. Hein, donc, si vous êtes résident belge, ce seront les droits de succession belges qui s'appliqueront. Si vous êtes résident luxembourgeois, ce seront les droits de succession luxembourgeois. C'est pas les mêmes. Et la France, pareil. Pour vous donner un exemple, si vous faites une acquisition en votre nom d'un bien immobilier, puis que vous faites une donation de votre vivant, à Luxembourg, vous avez des droits d'enregistrement qui sont entre 2 et 5%, plus une surtaxe communale, des droits de transcription, donc plus ou moins 5% de la valeur de marché du bien, hein, donc pas la valeur où vous l'avez acquis, la valeur qu'elle vaut dans le marché au moment où vous allez faire la donation. Donc c'est 5%. En Belgique, c'est entre 3 et 27%. Et ils sont progressifs. Donc, en fait, la tranche jusqu'à 150 000 pour les donations immobilières, je précise bien, parce qu'il y a une grille différente pour les donations d'argent, donc les donations mobilières. Pour les donations immobilières, vous avez donc la première tranche qui est 3%
jusqu'à une valeur de 150 000 euros. Et puis, ça monte. Chaque tranche, en fait, est imposée à un taux plus important. Et ça passe à 27% pour tout ce qui est au-delà de 450 000 euros. Voilà. Donc, si vous avez une maison que vous donnez, pas que vous léguez, que vous donnez de votre vivant à vos enfants et que sa valeur est de 500 000, eh bien les derniers 50 000, 27% ira à l'État belge. Voilà, pour vous donner une idée. Ça reste plus intéressant que les droits de succession, parce que les droits de succession sont plus élevés et les paliers qui sont progressifs sont plus petits. Donc en fait, le premier palier, il va que jusqu'à 50 000. Vous tombez déjà tout de suite au-dessus de 50 000, tout de suite dans le deuxième palier, etc. Donc entre droit de donation et droit de succession, il y a quand même une différence qui fait que si vous voulez minimiser finalement combien vous laissez de vos biens mobiliers et immobiliers à l'État belge ou français, parce que c'est plus ou moins la même chose, eh bien, une donation de son vivant est plus intéressante qu'une donation, qu'une succession, et vous permet quand même de garder la propriété, la nue propriété ou l'usufruit, c'est-à-dire soit d'occuper le bien, soit de continuer à bénéficier des revenus. Donc, si c'est votre résidence principale, par exemple, vous pouvez tout à fait faire une donation, régler les droits de donation tout de suite, ce qui évite aussi à vos enfants de devoir le faire lors de la succession, et d'en garder l'usufruit, c'est-à-dire de continuer à l'habiter jusqu'à votre mort. Ou si c'est un immeuble qui est en location, vous pouvez là aussi faire une donation, régler les différents droits de donation, et ensuite garder la jouissance des revenus, donc des loyers en l'occurrence, jusqu'à votre mort. Voilà, donc toutes ces choses-là sont assez faciles à mettre en place. Une autre chose, quand on parle de toutes ces histoires de donation, etc., c'est que vous pouvez mettre une clause. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Non, voilà, je reviens en arrière. Toutes les donations en France que vous faites à un enfant mineur, le patrimoine, il reste chez vous. Hein. Donc, si jamais vous avez ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune, sachez que ce patrimoine, donc que ce soit immobilier ou mobilier, rentre dans le calcul le cas échéant de l'ISF. Juste pour info, ça ne fonctionne pas d'essayer de transférer une partie à ses enfants tant qu'ils sont mineurs, ça reste dans le même patrimoine. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Un dernier point que j'ai oublié de mentionner, ce que vous pouvez faire aussi quand vous décidez de faire une donation comme ça, c'est de mettre une clause d'inaliénation. Donc, c'est-à-dire en fait de ne pas autoriser la personne à vendre ou à jouir des biens avant une certaine date ou avant un certain âge. Donc ça, c'est par exemple si les grands-parents font des donations à leurs petits-enfants, ils peuvent mettre une clause qui décèdent prématurément, malheureusement. Ils peuvent ajouter dans l'administration de la succession une clause qui dit voilà, je lègue ce patrimoine à mes petits-enfants. Mais je mets une clause d'inaliénation, ça veut dire qu'il n'a pas le droit, par exemple, d'en jouir avant, je sais pas moi, c'est 25 ans, par exemple. Ou alors, les parents peuvent décider de faire une donation d'un bien immobilier, par exemple, d'une maison de famille, à leurs enfants, mais en mettant une clause d'inaliénation pour leur interdire de le vendre sans l'autorisation des parents, qui sont toujours vivants. Voilà, donc ça c'est des choses que vous pouvez tout à fait structurer. Donc tout en faisant des dons à vos enfants, d'en garder quand même un certain contrôle, puisque par défaut, une fois que vous le donnez, la propriété, vous ne l'avez plus, et donc ils en font ce qu'ils veulent. Hein, et voilà, donc peut-être c'est pas ce que vous avez envie. Voilà, j'ai clôturé un peu les différentes manières de comment épargner. J'espère que c'était clair, que je vous ai pas bombardé de trop d'informations. N'hésitez pas à poser vos questions le cas échéant. Je regarde. Voilà, bah, tout a l'air clair. Qui ne dit mot consent, attention.
Et du coup, je vais passer rapidement parce que je vois que j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais sur celui-là. Combien Ok, Tatiana. Sur la partie immobilière, ok, très bien. Est-ce qu'il y a un point en particulier que tu veux que je réaborde, Tatiana? En attendant, je vais... Oui, c'est dense, ouais. Alors, de toute manière, il y a plusieurs choses. Un, il y a le replay. Et deux, ce que je vous propose, c'est à la fin, d'ici 5 minutes, je prendrai vos questions. Et Tatiana, je réaborderai le point immobilier avec grand plaisir. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Alors là, rapidement, combien épargner pour ça? Et à Tatiana, avec plaisir pour le faire en anglais aussi, si c'est plus facile. Hein, je le ferai dans les questions avec grand plaisir. Donc, combien épargner pour ses enfants? Alors encore une fois, hein, ça c'est vraiment, ça dépend de votre situation personnelle, aussi de la manière dont vous avez envie de les aider. Hein. Moi personnellement, j'ai une vue assez, comment j'ai une vue du travail en fait qui est important. Donc la manière dont moi je vois les choses, c'est de me dire finalement le meilleur investissement que je peux faire pour eux, mais c'est très très personnel. Donc je ne fais que vous donner une manière de penser pour vous expliquer ce que je veux dire. Moi, ma manière, c'est de me dire, finalement, le meilleur actif que mes parents à moi m'ont légué, c'est mes études, que j'ai d'ailleurs en partie financé moi-même, mais en partie. Donc, ils m'ont quand même aidé. Sans eux, ça aurait été sans doute beaucoup plus difficile et peut-être que je n'y serais pas arrivée. Donc, c'est le seul moment, finalement, où ils ont pu m'aider, où ils l'ont fait. Et en fait, ça a été le meilleur actif qu'ils ont pu me donner parce que c'est ce qui m'a permis à moi finalement de devenir rapidement autonome financièrement, de pouvoir me prendre en main, de pouvoir gérer moi-même et me construire mon patrimoine. Voilà. Peut-être que si j'avais eu une situation différente où mes parents avaient été eux-mêmes dans une situation différente et m'avaient facilité entre guillemets les choses, peut-être finalement que j'aurais pas eu cette même indépendance, cette même finalement besoin ou cette agilité de se débrouiller et de se dire voilà, on compte que par soi-même. Et du coup, peut-être aussi une capacité de résilience et de réaction différente. Voilà. Donc, de par mon passif, de par mon vécu, moi, je pars du principe, pour mes enfants, je ne veux pas leur rendre la vie trop facile. Je ne vais pas non plus la rendre inutilement difficile, mais donc je mise énormément sur leur donner l'éducation la meilleure possible, en fonction aussi de ce qu'ils ont envie de faire. Je ne vais pas les pousser non plus dans des voies qui ne leur correspondent pas, mais en tout cas de dire qu'ils ne soient pas contraints parce que je ne suis pas en mesure de leur donner le coup de pouce qui leur permette de faire les études qu'ils veulent et de ne pas devoir trop s'angoisser quand ils les font. Donc, c'est-à-dire de participer aux dépenses courantes. Moi, j'avais quand même un boulot à côté, mais pas un boulot qui m'obligeait à travailler tellement que j'étais pas capable d'étudier par ailleurs. Donc voilà, donc c'est trouver la bonne équilibre. Donc bref, du coup, finalement, moi, je pourrais sans doute leur faire plus. Payer décider de leur payer leur premier appart, mais a priori, je ne le ferai pas. Parce que j'estime, moi, que c'est pas un service à leur rendre, que je préfère que ils apprennent à le faire par eux-mêmes, et éventuellement, de cette partie de mon patrimoine, d'en faire autre chose, d'aider, de soutenir des causes dans lesquelles je crois, de profiter de la vie aussi, parce que finalement, j'ai travaillé pour. Voilà. Donc a priori, moi, je me sens pas cette fibre de transmission qui peut exister, qui par exemple du côté de mon mari est très très présente. Les parents constituent un patrimoine pour le léguer à leurs enfants le jour où ils décèdent. Et moi en fait c'est complètement l'inverse. Je dis non, voilà, mes parents qui profitent de leur vie, ils m'ont donné la chance d'arriver dans la mienne et voilà, et je ferai pareil. Mais donc ça c'est très culturel, c'est très lié à un passif. Donc voilà, parenthèse fermée. Le seul point ici, quand je dis combien épargner, c'est de vous donner des ordres de grandeur sur justement des choses dans la vie qu'on peut tous devoir financer.
concrètement les études ou l'achat d'un appart. Hein. C'est un peu les deux choses que je vois. Si vous en voyez d'autres et que vous voulez des tips là-dessus, je me ferai un plaisir de regarder ça pour vous. Mais donc financer ces études à l'étranger, concrètement, rien que ça déjà, c'est quand même un sacré budget quand on y pense. Donc à moins que vous habitiez dans une ville universitaire, que vous preniez la décision que votre enfant continuera à habiter chez vous, etc. Et auquel cas vous arrivez à contenir les dépenses. Je suis partie du principe que études supérieures va nécessiter un logement, quel qu'il soit, des frais de dépenses courantes et puis des frais de scolarité. Donc j'ai un peu regardé. Alors évidemment, ça dépend du pays dans lequel votre enfant décide d'aller, du type d'études qu'il veut faire, privé, public, école de commerce, littéraire. Voilà, tout ça, les fourchettes de frais de scolarité peuvent être très différentes. Et en fonction de où vous voulez aller, de la fréquence à laquelle il veut rentrer à la maison, etc. Voilà. Alors, Léna, en fait, quand je dis études à l'étranger, c'est vrai que je m'exprime pas forcément de la bonne manière. En fait, même si tu habites en Belgique, mais que tu habites, par exemple, la province de Luxembourg, tu vas devoir aller, si tu veux faire des études universitaires, tu vas devoir aller dans une des villes universitaires de Belgique, donc je sais pas moi, Anvers, Gand, Louvain, Leuven, là. Et donc, en fait, finalement, tu vas devoir payer un logement. Et donc, pour tout qui n'habite pas une ville universitaire, que tu envoies ton enfant à 200 km ou à 500 km, ça fait pas une différence énorme dans le budget que ça va représenter parce que tu vas quand même devoir payer un logement, etc. quoi. Donc, je pars du principe, de nouveau, j'ai pris l'option où tu n'habites pas dans une ville qui te permet justement de gérer le loyer. On va dire ça comme ça. Et donc, en Europe, en fonction de la ville universitaire que tu choisis ou de la ville où tu choisis de faire tes études supérieures, on est entre 5 000 et 10 000 euros par an, plus ou moins, hors frais de scolarité, je précise. Donc là, c'est uniquement frais de logement, frais de transport et puis coût de la vie sur place. À ça, vous devez encore ajouter des frais d'inscription qui peuvent être entre 900 et 1 000 euros si c'est une fac publique qui dans un pays où les frais de scolarité sont pas trop élevés, à une école de commerce qui vous coûte 10 000 euros par an, hein, en frais de scolarité uniquement. Et là, je parle d'écoles de commerce en France, par exemple. Alors, aux États-Unis, c'est encore pire. Hein, on est sur des 15 000, 20 000 euros parfois par an en frais de scolarité. Donc, si on met tout ça ensemble, je ne sais pas si je regarde… oui, voilà. J'ai calculé des fourchettes assez larges qui dit en fait un cursus européen de 4 à 5 ans, c'est entre 40 000 et 100 000 euros. Un cursus américain, si vos enfants décident d'aller faire des études aux États-Unis, c'est entre 120 000 et 300 000 euros. Alors, je précise tout de suite que dès lors que vous allez à l'étranger, aux États-Unis, il y a des bourses, il y a des prêts étudiants, donc ça ne veut pas du tout dire que c'est des choses que vous allez devoir vous-même financer en tant que parent, mais c'est le montant de dépenses qui est afférent à ce type de choix. Donc, c'est quand même bien de l'avoir en tête parce que c'est quand même pas trivial. Hein. Même si vous voulez avoir ne fût-ce que 10 ou 20% de ça, c'est un effort d'épargne qui est pas évident pour tout le monde et qui donc nécessite d'être planifié. Voilà, donc juste pour vous donner des ordres de grandeur. Alors, pour vous dire aussi, ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire comme effort tous les mois si je voulais le financer sur 15 ans, avec 3% de rendement net, 40 000 euros d'économie dans 15 ans, c'est 225 euros par mois de côté dans un véhicule d'investissement qui vous ramène 3% net. Voilà, juste pour vous donner, pour vous ancrer des montants dans la tête. 100 000 euros, toujours à 3%, c'est 555, 560 euros par mois d'économie placée à 3%. J'insiste sur le placé à 3% parce que si vous laissez sur votre compte épargne qui ne rapporte pas 3%, vous devrez mettre beaucoup plus pour atteindre la même somme dans 15 ans. Voilà. Donc, encore une fois, c'était hors de grandeur.
Pour un bien immobilier, si vous dites, OK, je veux l'aider à démarrer dans la vie en lui fournissant finalement l'apport pour son premier bien immobilier. Bon, typiquement là, on compte entre 10 et 20% du montant du bien comme apport pour qu'il puisse avoir un financement hein, auprès d'une banque. Et attention, on l'oublie, on peut l'oublier, mais les droits de donation s'appliquent dans ce cas-là. Donc, faites bien attention, même quand c'est un apport manuel, si vous ne les payez pas directement, cet apport, en fait, il va rentrer dans la succession. Donc, je le dis parce que en général, c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours. On va pas toujours consulter un notaire quand on fait ça en disant bah oui, je vais donner 40, 50 000 euros à mes enfants pour qu'ils puissent débuter et finalement payer l'apport pour avoir leur prêt. Eh bien, si vous ne le déclarez pas et si vous ne payez pas les droits de donation, ça sera ensuite ça sera compté comme finalement un apport dans la succession et les droits de succession s'y appliqueront. Donc, faites attention, soyez bien conscient de ça. Quand vous faites une donation, c'est un apport. Donc, entre les deux, pour des raisons aussi purement d'efficacité fiscale, en fait, il vaut mieux mettre 40 000 euros dans ses études que mettre 40 000 euros dans un apport, parce que les 40 000 euros, vous payez vous-même les factures, donc il n'y a pas cette friction de droits de donation, etc. Bon, ça c'est un détail, mais voilà, si vous devez choisir entre les deux, ça peut être une des choses auxquelles réfléchir également. Vous pouvez aussi faire les deux. Hein. C'est juste, faut dire qu'il y a un traitement qui est différent et donc il y a une déperdition qui est différente en fonction de ce que vous choisissez. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Je vais regarder directement. Quel type d'épargne ou d'investissement pour la Belgique? Écoute, le truc c'est qu'en Belgique il y a pas beaucoup d'incitants fiscaux spécifiquement pour les épargnes pour les enfants en fait. Donc tu as des incitants fiscaux pour l'épargne long terme, des incitants fiscaux pour l'investissement immobilier. Donc typiquement en fonction de ce dans quoi tu es déjà investi toi-même, l'un ou l'autre c'est pas mal, c'est en fait de constituer soit un patrimoine immobilier que tu lui laisses par après, soit tu vois dans lequel il peut habiter, parce que tu as comment est-ce que je pourrais dire ça, c'est plus avantageux. Donc si tu le mets à disposition, c'est quand même considéré comme un avantage, donc c'est quand même considéré comme quelque chose qui est une sorte de donation, mais qui est traité de manière plus avantageuse. Donc ça peut être une étape. Ensuite, un portefeuille d'investissement, sachant que en Belgique, si je me trompe pas, tu es quand même imposé sur les dividendes, etc. Donc, il faudrait que je regarde. Léna, je te reviens là-dessus sur le traitement fiscal. Si tu as un portefeuille classique, comment est-ce qu'il y a une différence? Si tu as une clause bénéficiaire ou pas. Je vais regarder ça. À partir de quel montant doit-on payer des droits de donation? C'est une très bonne question. Tu as un montant qui est exonéré mais qui est assez faible. Je pense que c'est quelques milliers d'euros. Attends, laisse-moi regarder ça tout de suite. Droits de donation. Je te le reprends en fin de présentation, Edwige. J'ai en tête moins de 10 000 euros, mais je te confirme ça. Alors, hop. Oui, j'ai oublié de parler. Hein. Vous pouvez structurer vos investissements immobiliers sous forme de société civile, ce qui facilite grandement toutes les problématiques de donation, de transmission, et rend aussi beaucoup plus flexible en fait la manière dont vous voulez le gérer. Donc effectivement, Léna, en fonction de combien tu veux investir et du patrimoine que tu as, ça peut être un bien immobilier que tu mets dans une société civile immobilière,
c'est pas grand-chose. Hein. Je pense que c'est 2 000 € de frais de notaire pour pouvoir le structurer. Donc, franchement, rien. Et en fait, ça te permet de léguer beaucoup plus facilement. Et de payer beaucoup moins de droits de succession, etc., et de droits de donation, tout en permettant de bénéficier des revenus. Parce que donc, s'il est actionnaire de cette société civile, une fois qu'il est majeur, et que tu as des loyers, par exemple, qui sont perçus parce que c'est un bien locatif, il a tout de suite, en fait, droit à une partie. Donc, s'il a 50% de la société civile, il a droit à 50% des revenus. Et c'est pas considéré comme une donation puisqu'en fait il est actionnaire de la société. Voilà, ça c'est une des choses qui serait intéressante si c'est de l'immobilier. Et si c'est du immobilier, ben oui, un portefeuille d'investissement avec entre guillemets un profil de risque dynamique ou modéré en fonction de l'âge de ton enfant et de la durée pendant laquelle tu vas rester investi. Financer un premier projet entrepreneurial, ça peut être aussi une autre manière dont beaucoup de parents aident leurs enfants, soit en devenant actionnaire, ce qui de nouveau évite aussi via une société civile. Élise, tu veux dire quoi par là, pour la partie entrepreneuriale ou pour la partie immobilière? Je vais faire monter Élise sur scène là. Un portefeuille immobilier, ouais, non, c'est un bon point. Tu as entièrement raison, ouais. Heureusement qu'elle est là. En fait, vous pouvez aussi créer une société civile pour mettre un portefeuille immobilier, donc des titres que vous pouvez gérer ensemble, effectivement, et du coup aussi faciliter la transmission et le partage des revenus. Pour tout ça, n'hésitez pas à poser vos questions, et pour celles auxquelles j'ai pas une réponse directe, je me ferai un plaisir d'y répondre par après. Donc, premier projet entrepreneurial, c'est en devenant actionnaire, en faisant un prêt, en faisant un don. Si c'est don, sujet à la donation. Si c'est des actions, non, dans un premier temps, puisqu'en fait, vous achetez des actions, donc vous aidez la boîte, vous aidez pas vous aidez la boîte, vous financez la boîte, autant pour moi, mais vous devenez aussi actionnaire. Attention que ces actions, si vous ne faites rien, s'il n'y a pas de bague d'actionnaire, s'il n'y a pas de testament, s'il n'y a rien, elles tombent dans le cadre de la succession. Ce qui peut potentiellement créer des conflits entre vos différents enfants. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut structurer correctement avec une clause de rachat de votre enfant entrepreneur à un moment donné, etc. Si vous faites un prêt, vous faites un prêt à la société. À votre service. Vous faites un prêt à la société, ça, je suis pas certaine. Je pense que je dis une bêtise parce qu'en tant que particulier, je suis pas sûre que vous puissiez faire un prêt à la société. Donc non, à ce moment-là, ce serait un prêt à titre privé à votre enfant qui l'utiliserait pour investir dans la société. Mais à ce moment-là, qui devrait vous rembourser avec des intérêts, quoi. Voilà. Donc ça, c'est différentes manières de le faire aussi. Et donc de pouvoir anticiper différentes manières de finalement réaliser l'investissement que vous avez fait. Quand le retransmettre? On en a parlé. À leur majorité, donc tout ce qui est compte épargne, en gros tout ce qui est à son nom, par défaut, c'est à sa majorité. Voilà, juste automatiquement parce que c'est lui qui en a la propriété. Si vous voulez une date ultérieure que vous aurez choisie, soit vous le faites en mettant à votre nom, puis une donation, soit en mettant donc cette clause d'inaliénation, voilà, d'inaliénation. Soit vous pouvez aussi dire voilà, tout au long de leur vie d'adulte, en faisant une rente mensuelle, là de nouveau utiliser une société civile, soit une société civile immobilière, soit une société civile mobilière, pour structurer et pouvoir avoir des revenus réguliers sans vous à chaque fois payer des droits de donation dessus. Et puis alors forcément, à votre décès, là l'ensemble de votre patrimoine tombe dans la succession. Vous lui léguez ce que vous voulez, sachant qu'il y a la part réservataire. Donc vous ne pouvez pas lui léguer moins que la part réservataire qui est dépendante du nombre d'enfants. Donc j'en avais parlé la semaine passée avec Élise. Si vous avez 2 enfants, il y a 2/3 de votre patrimoine qui sont réservés à vos enfants. Vous ne pouvez pas, si, vous pouvez faire un testament
pour aller contre cette part réservataire, mais vos héritiers réservataires ont le droit de s'y opposer et auront gain de cause. Donc, ce n'est que si vos enfants acceptent de renoncer à leur droit de réservataire que vous pourrez bénéficier de plus que d'un tiers si vous avez 2 enfants, d'un quart si vous avez 3 enfants ou de la moitié si vous avez un enfant. Voilà. Ça, c'était quand leur transmettre. Et j'arrive au bout de ma présentation. Donc, j'espère que c'était clair, que ça vous a aidé. Il y avait donc quelques questions sur la partie immobilière de Tatiana, si je me trompe pas. Je sais pas si elle est toujours là. Tatiana aussi, si tu as dû partir. Sinon, n'hésite pas à te manifester, je répondrai avec plaisir à tes questions. Alors, Edwige, j'ai promis de regarder quelle est la partie qui est exonérée sur les droits de donation. Je te dis ça tout de suite. Est-ce que tu veux Luxembourg ou Belgique, Edwige? Je pense que toi, tu es résidente luxembourgeoise, si je ne me trompe pas. J'ai un problème avec le chat, là, il me fiche plus. Oui, Luxembourg. Alors, je te dis ça tout de suite. Parce que j'avais la page là. Je regarde. C'est sur le site du SPF Finance, mais je te dis ça. Attends, j'essaie de trouver. Le lien que j'avais tout à l'heure. Ok, je ne le trouve pas. Edwige, je te réponds à ça par message juste après, parce que je vais la trouver en 2 minutes après, mais tu sais, c'est la loi de la frustration universelle, c'est quand on a besoin que tu ne trouves pas ce que tu veux. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé, que c'est un peu plus clair. Donc, je répète juste les points qui sont les plus importants. Donc, commencez tôt, puisque au plus vous commencez tôt et au plus vous bénéficiez de l'appréciation année après année, du réinvestissement de vos intérêts, etc. Ayez une approche du risque qui soit dynamique. Donc, ayez bien conscience que vous êtes sur un horizon d'investissement qui est long, a priori, à condition que vous ayez bien compartimenté. Hein. Donc, on est bien d'accord, si vous mettez tout dans le même pot, c'est plus compliqué. Donc, vraiment, la partie dont vous êtes sûr que vous ne toucherez pas, que vous voulez le dédier à vos enfants et donc que vous oubliez même qu'elle existe, celle-là que vous mettez tous les mois pendant 20 ans, la prise de risque au début, elle peut être beaucoup plus dynamique que ce que vous avez dans des contrats d'assurance vie ou quoi que ce soit. Donc, je dis, c'est vraiment, n'oubliez pas l'effet des intérêts cumulés. C'est vraiment ça qui joue sur une période de temps aussi longue. Ça joue beaucoup plus que en fin de période, entre guillemets, c'est-à-dire 3 ans avant qu'il fasse ses études, de faire des gros efforts et de mettre des 10 000 euros de côté à chaque fois, en fait. Hein. Donc, c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace financièrement parlant pour vous. Vous devrez faire beaucoup moins d'efforts nets en commençant à investir des petites sommes régulières tous les mois de manière consistante pendant 15 ou 20 ans. C'est une première chose. Deuxième chose, attention à la propriété, donc de ne pas le mettre au nom de l'enfant, sauf vrai besoin tant qu'il est mineur, parce que ça complexifie la structure. De bien être conscient que tout ce qui est donation, que ce soit monétaire ou immobilière, fait l'objet de droits de donation qui sont en fonction de la valeur marchande, donc c'est-à-dire de la valeur de marché du bien ou de la valeur de marché d'un portefeuille d'ailleurs aussi quand vous le transmettez.
Donc ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, je sais plus, j'ai perdu le compte. La chose suivante, pour ne pas mettre de chiffres dessus, c'est attention aussi aux droits que vous voudriez conserver sur ces donations. Il y a plein de choses qui sont possibles, donc structurer dans une société, mettre une clause d'inaliénation, toutes ces choses-là sont possibles. Et donc, j'ai envie de dire, pour ces choses-là, ce qui est toujours recommandé, c'est de passer au moins par un notaire ou un avocat pour le structurer de la bonne manière et éviter que ça crée des disputes entre vous et vos enfants ou entre une fratrie. C'est très souvent c'est ça qui se passe lors de successions, de donations, etc. C'est quand les choses n'ont pas été clarifiées, n'ont pas été vérifiées. Voilà, il y a des frustrations qui se créent et qui sont dommageables à l'harmonie familiale. Et finalement, le plus important, c'est quand même de rester unis. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire quand vous avez une fratrie. C'est de faire en sorte qu'ils continuent à s'entendre et qu'il n'y ait pas de problèmes financiers qui viennent se mettre en travers de leur amitié fraternelle. Voilà. Et puis dernière chose, c'est les éduquer, vos enfants, super tôt à une saine gestion, à comprendre le besoin de mettre de côté, à la vertu aussi, la valeur finalement de l'argent, parce que finalement faire une donation très importante ou toujours assister aux besoins financiers fait que vos enfants perdent très vite ou non pas la notion de l'argent, la notion du travail. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. La meilleure chose que vous pouvez faire en tant que parent, peu importe la philosophie, les avoirs financiers que vous avez, etc., c'est de préparer votre enfant à la vraie vie pour que toutes les chances que vous lui ayez données, si tout va bien, il en bénéficie et c'est génial. Mais si jamais il arrive quelque chose qu'on puisse pas anticiper aujourd'hui, eh bien vous lui avez donné finalement le mindset, l'esprit qui lui permet d'être agile, de se battre, de réagir en toute situation et d'avoir cette indépendance, de pouvoir toujours retomber sur ses pieds. Je pense que c'est finalement le meilleur héritage qu'on peut leur donner, peu importe notre passé, peu importe notre surface financière, d'avoir au moins ces bases-là qui leur permettent de bien grandir et de devenir aussi des adultes responsables, bienveillants et voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire. Pour commencer, profil modeste et conservateur, à Tatiana, franchement, épargne logement plutôt alors peut-être. Alors si tu es résidente luxembourgeoise, belge, française, parce que ça va changer. France, ah oui, alors oui, par contre, oui. Alors oui, autant pour moi. Assurance vie, sans doute. En prenant du multi-support. Donc, même, j'entends que tu as un profil conservateur, mais j'insiste sur le fait de dire que être en fonds euros ou en livret A, tu perds du pouvoir d'achat. Donc c'est sur 20 ans, c'est vraiment important. Donc au moins viser 3% net de rendement. Donc ça va probablement dire que tu devrais avoir un profil 60-40 dans ton contrat d'assurance vie. Et aussi, Tatiana, vraiment de vérifier les frais. Parce que, comme je te dis, le problème des assurances vie, c'est que c'est ultra consommateur en termes de frais. Donc, 3 grands frais qu'il faut absolument que tu compares. Il y a des comparateurs en ligne qui existent, en particulier en France, c'est assez répandu, heureusement. Frais d'entrée, donc combien ils vont te prendre à chaque fois que tu verses de l'argent. Deuxièmement, frais de gestion, combien est-ce qu'ils vont percevoir de frais récurrents tous les mois ou tous les ans sur la totalité du montant que tu auras mis jusqu'à présent. Et dernier, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est important, les frais de sortie. Donc, tu souscris un contrat. Donc, en France, c'est typiquement au moins 8 ans, puisque il faut que tu les gardes pendant 8 ans pour bénéficier des avantages fiscaux.
Donc, admettons que tu aies le contrat avec une échéance à 8 ans, normalement, j'espère bien, tes droits de sortie tombent, enfin tes frais de sortie tombent le jour où ton contrat arrive à échéance. Donc, si tu as mis une échéance à 8 ans et que tu sors après 8 ans, tu devrais pas avoir de frais de sortie, normalement. Vérifie quand même, parce qu'il y en a certains qui en ont. Mais si par exemple tu as décidé qu'un contrat, que tu allais faire un contrat sur 15 ans, parce que ton enfant a 3 ans aujourd'hui et que tu dis je le fais jusqu'à ses 18 ans, admettons, et que tu l'as mis comme bénéficiaire, et puis que il décide d'aller faire, je sais pas moi, il saute 2 classes, il veut aller faire ses études à l'étranger et tu as besoin de l'argent plus tôt, d'un point de vue fiscal, tu as le droit puisque tu es en dehors de la période des 8 ans, donc finalement tu as check the box de ce point de vue-là, mais par contre, tu n'es pas arrivé à l'échéance de ton contrat, et donc les frais de sortie s'appliquent. Et alors les frais de sortie, enfin dans les contrats que moi j'ai vus, qui sont des contrats luxembourgeois, donc peut-être un peu plus chers qu'en France, c'était 10% de frais de sortie, donc c'est 10% du montant qu'il y a sur ton contrat, c'est juste dingue, et qui était ensuite dégressif de 0,5% par an. Néant à l'échéance, hein. Donc encore une fois, je précise, si tu as fait un contrat pour 10 ans et que au bout des 10 ans tu sors du contrat, comme tu es arrivé à l'échéance, tu n'as pas, dans ce cas-là, tu n'avais pas de frais de sortie. Si par malheur tu avais fait un contrat sur 15 ans et que tu sortais au bout de 10 ans, eh bien tu payais 10% de pénalité de sortie du contrat. Voilà, donc je répète, frais d'entrée, frais de sortie, frais de gestion. C'est les 3 choses que tu dois bien comparer quand tu vas décider quel contrat d'assurance tu veux. Et ensuite, dans ton contrat d'assurance, normalement, en France, tu as un peu plus de liberté sur combien en fonds euros, combien en unités de compte. Donc, essaye quand même de ne pas être uniquement en fonds euros, mais d'avoir une petite, une poche unité de compte pour avoir un peu de rendement. Voilà, c'est ce que je peux te dire sur ça. Et puis, il y a un montant maximum un plafond, si je me trompe pas, dans ce type d'assurance vie. Donc, en fonction de combien tu as, une fois que tu arrives au plafond, de plutôt aller sur soit un plan d'épargne logement, soit un plan d'épargne en action. Et puis, éventuellement, un livret jeune, parce que j'ai regardé les livrets jeunes en France, ils ont quand même encore des taux d'intérêt avec les primes de fidélité, etc., qui sont autour de 1,5%. Donc, pour avoir un peu de cash que tu peux lui donner. En plus, son livret jeune, après, il peut le gérer lui-même. Donc, voilà. Voilà ce que je peux te dire. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des choses à partager que je n'ai pas abordées et que vous avez fait par ailleurs. Voilà, je vous laisse 2-3 secondes pour réagir. Et sinon, il me reste à vous dire que je vais revenir 2 secondes sur ma présentation parce qu'il y avait 2-3 bouquins que je trouvais franchement pas mal. Voilà. Donc, les slides de la présentation seront disponibles en ligne. Vous allez recevoir un email dès la fin du webinaire avec un lien où vous pouvez suivre moyennant réponse à quelques questions. Et dans cette... je vais vous le mettre... Voilà. Dans ma présentation, j'ai mis le dernier slide avec mes ressources. Alors, c'est sources, mais ça devrait être ressources, qui sont... j'essaie de trouver comment vous partagez ma présentation. Voilà, hop. Activer le partage d'écran. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Désolée. Il galère un peu là. Ah, voilà. Hop. Non. Ici. Ici. Voilà. 2 bouquins que vous pouvez... alors, un pour vous, un pour vos enfants.
Il y en a beaucoup d'autres, hein. Ça c'est juste deux que je peux vous proposer. Et alors le lien YouTube, c'est une vidéo d'une émission qui s'appelle C'est pas sorcier, qui est une émission pour enfants de France Télévisions, si je me trompe pas, où justement Jamie, qui est l'animateur, parle, je pense que l'émission s'intitule, enfin l'épisode s'intitule Qui tient les cordons de la bourse, et qui explique l'investissement, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, comment fonctionne une bourse, qu'est-ce que ça veut dire en termes de financement des entreprises, etc. Expliqué aux enfants. Donc je trouve qu'elle était assez bien faite, et donc je vous la recommande pour la voir avec vos enfants. Ensuite, First National Bank of Dad. Bon, le titre est assez sexiste, hein. Moi je l'aurais appelé je sais pas moi, First National Bank of Mom ou of Parents de manière générale, mais dans le livre, je trouve que leur approche est assez innovante, justement de comment rendre ces enfants money savvy au sens noble du terme. Donc c'est pas d'en faire des spéculateurs, des capitalistes, mais simplement de les aider à comprendre en fait les enjeux économiques du monde dans lequel ils vivent. L'intérêt d'avoir une saine gestion financière dès le début, et en fait de jouer le rôle de la banque, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, de jouer le rôle de la banque vis-à-vis de son enfant, en laissant en fait l'enfant décider très très tôt de ses choix de dépenses versus épargne versus investissement un peu plus tard, etc. Qui va à contre-courant un peu de notre propre culture, de la manière de notre éducation aussi, de la manière où on a été sensibilisé à l'épargne, qui est assez frustrante finalement et assez pénalisante. Enfin, on voit ça un peu comme une punition quand on est petit, et de rendre ça en fait au contraire ludique, et qu'ils comprennent à leur niveau pourquoi c'est important. Donc voilà, je peux que vous le recommander chaudement. Et puis how to turn hundreds into millions. Et là, c'est d'apprendre à vos enfants d'avoir un peu cet esprit entrepreneurial, et de dire finalement d'avoir un esprit de millionnaire. Mais alors l'esprit de millionnaire, c'est pas du tout le côté shiny et bling bling dont vous pourriez penser. C'est le contraire. C'est de dire on devient millionnaire parce que on épargne au lieu de dépenser. Et donc ils disent finalement pour être millionnaire, comment est-ce qu'on réfléchit pour finalement se constituer un patrimoine et pouvoir vivre en partie de revenus passifs plutôt que de devoir trimer toute sa vie, parce qu'on dépense plus que ce qu'on a, ou plus que ce qu'on est capable de mettre de côté. Voilà, donc c'est un livre aussi intéressant et puis fun à lire avec ses enfants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis comme chaque semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain webinaire qui est comment investir avec une conscience environnementale, donc investir dans des thématiques environnementales, ou en tout cas en réduisant l'impact environnemental de ces investissements de manière assez spécifique. Donc voilà, j'espère vous retrouver jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Salut!